Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, le franc CFA, c'est le président béninois Talon, qui est le porte-voix de la France, dont le président béninois souhaite le rapatriement des réserves de change du franc CFA qui se trouvent en France. Si dans la forme, l'annonce a l'air d'une petite révolution dans le club des présidents des pays utilisateurs du franc CFA, il semble visiblement que le projet de retour des réserves en lui-même est une volonté de la France. Nous allons en Afrique centrale ou au Cameroun, c'est des violents conflits qui menacent la crédibilité des prochaines élections. L'annonce du week-end dernier, donc, de ces élections législatives et municipales dans 3 mois au Cameroun, alors que la contestation politique enfle et que de violents conflits secouent le pays, fait peser donc une menace sur la crédibilité du scrutin. Rappelons donc hier donc à Paris, dans le cadre du sommet sur la paix, de nombreux ressortissants camerounais ont été vus devant l'hôtel Meurice où réside le président de l'État camerounais Paul Biya, avec beaucoup d'injures. Beaucoup scandaient donc Paul Biya quitter le pouvoir. Et dans ce sujet avec nous, nos chroniqueurs qui sont en poste, ils ont l'air très studieux comme d'habitude. Amine Samir. Bonsoir Amine Samir. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir à vous Juvénal. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Et merci d'être là ce soir. Beaucoup ne le connaissent pas. Il fait son baptême, on aurait dit, il fait son baptême de l'air. Rahim, bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir aussi d'être parmi vous ici ce soir. Comment allez-vous? Je me sens très bien, ça va tranquille, content d'être là. Content d'être là. Ouais. C'est vrai que le plaisir est le nôtre aussi et que c'est souvent difficile dans le temps parce qu'effectivement, lorsque on s'efforce de s'appliquer, de faire ce travail sérieusement, c'est pas toujours de l'amitié qu'on retrouve. Et donc, notre souhait, c'est que vous soyez dans la droite ligne en fait éditoriale de ce magazine qui est vif dans le temps, sérieux dans la tenue, iconoclaste sur les positions. Exactement. Et voilà. On espère que vous saurez donc gagner le pari avec nous, le temps que vous serez avec nous ici à Radio Pluriel. Pour dans le cadre de votre formation, rappelons aux auditeurs que vous venez de l'ICOM, c'est ça? Oui, j'étais à l'ICOM il y a 1 an, disons. Ouais. Voilà. Et qu'entre-temps, vous avez voulu prendre une petite pause et vous serez avec nous. On verra combien ça pourra durer. Et j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, on va faire un peu comme on faisait à l'école de journalisme, on appelait ça à notre époque sondage d'actualité. Et je vous dis la Guinée. De l'actualité. Qu'est-ce que vous avez sur la Guinée dessus? Qu'est-ce que je vais dire dessus? L'actualité guinéenne, vous savez, depuis 2 semaines maintenant qu'il y a des manifestations, de mobilisation, une lutte citoyenne contre, pour modifier la constitution, pour protéger la constitution guinéenne que le président Alpha Condé veut. Pourquoi? Elle a en danger la constitution? Oui, parce que le monsieur en question veut tout simplement modifier. Le monsieur, c'est qui le monsieur? Le président de la République de la Guinée. Et vous l'appelez le monsieur, c'est une institution, oui, je respecte. Il a compris que nous on est iconoclaste. Désolé, j'arrive. C'est peut-être un point. Iconoclaste, certes, mais nous restons très respectueux des institutions. D'accord. Donc le monsieur de l'État guinéen, qu'est-ce qu'il a? C'est lui le garant de la constitution en principe. Oui, mais sauf qu'il veut la violer.
Et c'est là le problème, ça devient dangereux quand même. Ouais. Alors, je disais quoi, l'actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre victime de l'attaque du cortège funèbre, parce qu'il y a 2 semaines, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, des personnes, des familles qui sont parties accompagner leurs proches qui ont été assassinés par la police nationale du pays lors des manifestations pour notamment protéger cette constitution. Ils ont été tués. Après 2 semaines, les familles, les proches sont partis accompagner ces personnes qui ont été tuées par la police. Et tout d'un coup, c'est la police qui intervient. Donc, il y a eu 2 morts ce jour-là. Et si vous voulez très bien, il y a eu aussi plusieurs blessés. C'est pas sinon on le veut. Hein. Nous sommes dans le sondage d'actualité. D'accord. C'est vraiment un exercice d'école. Merci. Grand, c'est pas si on le veut, c'est vous qui me dites donc la nationalité. Exactement, les faits sont là quand même. Parmi les personnes qui ont été touchées, il y a eu beaucoup de personnes, disons, il y a eu 2 morts et plusieurs blessés. Et parmi les blessés, il y a une autre personne aujourd'hui qui a perdu l'âme. Et lui, il s'appelle Ali Mouba, et c'est son nom, et un jeune de 21 ans qui est décédé, qui a succombé face à ses blessures lors des manifestations politiques en Guinée. Merci donc à Raïm Boel pour ces informations sur la Guinée. C'est le sondage d'actualité, on l'appelait ainsi. Ouais. Et j'imagine que vous connaissez l'exercice quand même. Bah, je l'apprends. Vous l'apprenez. Ouais. Ça veut dire qu'entre-temps, la formation journalisme a été diluée ou c'est comment? Bien, Raïm. Et donc, je me tourne vers Amine. Amine, vous me dira, mais Juvenal Noël, depuis quand vous nous faites un sondage d'actualité, nous, on n'est pas à l'école. Disons que il est intéressant aussi de voir, puisqu'effectivement, pendant cette émission, on parlait de cette actualité sur le Maroc, le Maghreb, et on est resté un moment, on parlait d'Ivanka Trump, qui est au Maghreb et précisément au Maroc. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Eh bien, dans le cadre de ses activités associatives, puisqu'elle est à la tête d'une fondation qui souhaite promouvoir notamment l'entrepreneuriat féminin dans les pays en développement, elle est en visite au Maroc depuis maintenant une semaine. Et qu'est-ce qu'elle y fait donc? Elle se balade? Elle a signé différents accords, notamment en matière agricole, de modernisation des moyens et aussi de montée en compétences des femmes particulièrement. Et officiellement, il y a eu des discussions avec le roi Mohamed VI pour promouvoir l'égalité des sexes. Puisque nous sommes au Maghreb, on y reste. On parle depuis quelque temps en fait d'élection présidentielle qui aura lieu en Algérie le 12 décembre prochain. Qu'en est-il, Amine? Il y a toujours une contestation populaire. Les mouvements ne sont combien pas de semaines déjà? Beaucoup quand même. Hein. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Et donc, à l'observation, est-ce qu'on va y arriver le 12 décembre ou alors ça pourrait être repoussé? J'ai envie de dire, on verra bien le 12 décembre. Tout peut arriver. Il y a l'ancien Premier ministre qui a déclaré, s'il était élu, accéder aux demandes du peuple et s'engager dans ce sens. Donc, wait and see, comme disent les anglo-saxons. On a hâte de voir si déjà cette élection présidentielle aura bien lieu en date. Est-ce que le peuple va participer à ce rendez-vous démocratique? Est-ce qu'il va être fait dans de bonnes conditions? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent autour de cette élection. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Sur un plan tout autre local, donc ici Alliance, le vendredi prochain, on parle d'environnement, les jeunes prennent le relais. L'association Génération Lumière qui organise donc en fait un événement sur l'environnement. Et avec nous en ligne ce soir, c'est le vice-président de l'association Génération Lumière, M. Jonas Assalako. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Alors, vous êtes le vice-président ou le président de cette structure? Non, je suis le vice-président. Le vice-président. D'accord. Et M. David Kitoko Maenda qui est le président, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Pourquoi un événement? Pourquoi aujourd'hui vous... Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Génération Lumière, est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase comment est le projet Génération Lumière? Alors, pour expliquer ce que c'est Génération Lumière, en fait, Génération Lumière, c'est une association qui agit pour des valeurs respectueuses de l'environnement. En 2 mots, c'est une association écologiste. Elle agit donc en France et en Afrique, dans la région des Grands Lacs, précisément au Congo. Et en Afrique, surtout au Congo, on est en train de faire les reboisements, de mettre des poubelles publiques, ainsi que d'autres sensibilisations pour la propriété au lac Tanganyika. Bien. Et en France aussi, nous menons des activités telles que conférences et sensibilisation sur la consommation inconsciente.
Justement parce que je sais que vous êtes très actif sur le continent et j'ai eu un échange avec vous là récemment, on parlait des poubelles que vous avez eu à apporter à aux populations congolaises, pas parce qu'il manque de poubelles, non, il y en a sûrement, mais c'est beaucoup plus pour encourager les gestes écologiques. C'est une rencontre donc qui a lieu le vendredi prochain. Alors, ce vendredi, on organise une conférence dont les sujets, les jeunes prennent les relais. Et dans cette conférence, il y a deux parties. La première partie, c'est de 18h30 à 19h30. Il y aura une projection d'un film, Les Enfants du Vide, qui a été diffusé sur Ushuaïa TV. Et dans ce film, il y a notre président, David Mendakitoko. Il fait son témoignage de son engagement, comment est-ce qu'il a pris confiance et jusqu'à aujourd'hui l'évolution de l'association. Et en deuxième partie, il y aura une conférence, c'est de 19h30 à 20h30, dont on a invité des intervenants. Il y a Moro Lazigabe qui vient directement du Congo, du Sud Kivu, de la région où nous intervenons. Et il y a également Claire Légène, qui est le secrétaire fédéral du parti Europe Écologie. Pourquoi cela comme intervenant? Pourquoi cela comme intervenant? On a choisi Moro Lazigabe parce que c'est un jeune précisément qui fait du charbon écologique, qui fait des charbons écologiques avec des déchets. Et Claire Légène parce que c'est le secrétaire du parti écologiste ici en France. Bah, il est secrétaire, d'accord, du parti, mais quel lien avec ce que vous faites concrètement? Quel lien? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes pensent que le mot écologie ou soit agir pour l'écologie, c'est pour des vieilles personnes. C'est pourquoi nous, on veut que les jeunes puissent s'engager un peu dans l'environnement. Pourquoi avoir choisi l'environnement, la protéger l'environnement et non d'autres choses? Pourquoi? Parce que pour la question, parce que moi, ce que je sais, Génération Lumière, c'est qu'effectivement, vous œuvrez sur voilà, la lutte contre, on va dire, l'exploitation des enfants déjà dans les zones de l'Est du Congo, où ces enfants sont au contact de certains minerais sans protection. Et donc, sous ce cas-là, on trouve ça noble. Et maintenant, par rapport à la jeunesse, en fait, je veux dire, quel lien faites-vous entre la jeunesse que vous êtes et la protection, en fait, des enfants au Congo? Parce que c'est pas les jeunes qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est plutôt les adultes qui sont aux affaires qu'il faudrait beaucoup plus aller chercher pour voilà, faire changer la donne. Oui, pourquoi les jeunes? Mais parce qu'aujourd'hui, présentement, je vais dire, les gens qui vont changer les choses, c'est les jeunes. On dit plus que l'avenir de demain, c'est entre le maître de la jeunesse. C'est entre nos mains. C'est pourquoi on sensibilise plus les jeunes qui puissent prendre conscience. Pourquoi pourquoi les jeunes qui sont exploités dans des mines de coltan? C'est que d'abord, premièrement, nos téléphones portables, les batteries de nos ordinateurs, on utilise les coltans et les cobalt du Congo. Et pour faire les mines de coltan au Congo, il y a l'exploitation, il y a la dégradation des forêts pour mettre des mines. C'est pourquoi on veut sensibiliser les jeunes sur ces problématiques, non pas seulement les problématiques des minerais, mais sur les problématiques environnementales, parce que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et donc, vendredi, ce sera où précisément? Vendredi, ça sera à la Maison de l'Environnement. Ça commencera à quelle heure? Ça commence à 18h30. Ok, donc j'ai compris que votre cible ici ce sera beaucoup plus de jeunes et vous voulez que des jeunes? On veut que des jeunes, mais pour définir la jeunesse, ça me semble un peu compliqué de définir de tel âge à tel âge. Mais toute personne qui se sent jeune et qui se sent concernée par des causes environnementales, qui veut prendre les relais et qui veut agir, est la bienvenue dans cet événement. J'ai posé la question, mais moi j'ai l'impression que vous n'avez pas apporté une réponse. Je dois préciser que vous êtes un bon porte-parole pour votre structure. La question, je la pose autrement. Aujourd'hui, aux affaires, ce ne sont pas les jeunes. Et je trouve noble votre démarche, c'est-à-dire de sensibiliser la jeunesse pour que demain, quand elle sera aux affaires, qu'elle puisse effectivement changer la donne. C'est très bien, tout à votre honneur. Mais cependant, vous faites un appel aux jeunes et pourtant, en fait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas forcément jeunes. Et voilà, ils tiennent de manière très dure, en fait, le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à le lâcher comme cela. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas vous tromper de cible? Est-ce que ce n'est pas intéressant d'interpeller directement les décideurs? Oui, interpeller indirectement les décideurs, c'est ça aussi notre démarche. Si j'appelle prioritairement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ceux qui agissent, ceux qui changent les choses, c'est les jeunes. Moi, j'ai pris conscience d'agir pour les causes environnementales. David a pris conscience et d'autres jeunes ont pris conscience dans les coins du monde. Tous ensemble, nous allons mener un peu notre combat plus haut pour que le décideur, disons que les hommes politiques, puissent aussi agir avec nous.
il faut que quelqu'un puisse commencer. Il faut que quelqu'un puisse commencer, tout à votre honneur et cela. Je vais prendre donc en fait, avec nous ensuite Raïm Boel qui voudrait poser une question. Allez-y Raïm. Voilà, je pense que le combat est noble, comme on dit, mais je repose quand même la même question quand vous dites que votre cible c'est la jeunesse, parce qu'on sait que c'est elle, non, c'est à travers la jeunesse qu'on peut construire l'avenir de demain. Mais sauf que cette jeunesse, elle n'a pas tout le pouvoir qu'il lui faut pour le pouvoir qu'il la faut pour qu'elle fasse face à ceux qui décident aujourd'hui. Mais parce que au-delà de décideurs, il y a aussi des entreprises qui s'installent en place, c'est eux qui polluent la terre. Et alors quel est le message réellement face à ces entreprises? Qu'est-ce que vous allez dire à cette jeunesse face à tout ce qui se passe dans le pays, et qui est le responsable? Qu'est-ce que vous allez leur dire exactement? Ouais, c'est que j'ai fait appel à la jeunesse aujourd'hui pour dire d'abord, la pollution, on sait qu'il y a des entreprises, on sait qu'il y a les gouvernements, les multinationales. Et des fois, face au gouvernement, face à ces multinationales, des fois, on n'a pas les pouvoirs directs d'agir. Mais notre manière, des petits gestes que nous faisons déjà, des prises de conscience, ça va les interpeller indirectement pour qu'ils puissent agir avec nous. Et si je fais appel à la jeunesse aujourd'hui, je fais appel à toute la jeunesse, que ce soit la jeunesse française, la jeunesse africaine en général, d'agir avec nous, parce que les causes environnementales, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui subissons. On dit plus ceux qui sont plus pauvres qui subissent beaucoup de conséquences que ceux qui sont plus riches. Si on ne commence pas à notre niveau et attendre que les hommes politiques puissent les faire, rien ne va changer. Mais si aujourd'hui on prend conscience d'agir, on fera bouger les choses. Merci beaucoup à David Assalako pour toutes ces informations. Donc, rendez-vous est pris vendredi prochain. Ce sera précisément au 14 avenue Tony Garnier. C'est dans ce 6e arrondissement. C'est à la Maison de l'Environnement à partir de 18h30. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans tout ce 91.5 des radios plurielles, nous émissions depuis la ville de Saint-Priest. C'était dans le vice-président de l'association Génération Lumière qui annonçait l'événement qu'il porte vendredi prochain sur l'environnement. Dans ce studio, nos chroniqueurs sont bien en poste. Je me tourne vers Amine Samir par rapport à la situation qui prévaut, puisque vous êtes parti, je me souviens très bien en fait, en Tunisie. Par rapport à la situation qui prévaut là-bas, on n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de premier ministre. Mais apparemment, on a nommé un ministre, voilà, le directeur de cabinet était nommé déjà. C'est ça, exactement. Le directeur de cabinet, le cercle proche du président, les principaux ont été nommés. Deux noms sont à retenir de tout cela. Il y a déjà le nom de Rachida Ennafer, qui est sa chargée de communication. Le président Kais Saied s'est entouré de quelqu'un de très proche de lui pour quelque part... non pas maîtriser son image, mais se faire accompagner en termes de communication, puisqu'on le surnommait un peu Robocop par sa manière de s'exprimer. C'est un peu le principal grief qu'on lui a fait, d'avoir un style très monotone, assez mystérieux. Il faut savoir que c'est un universitaire de formation, c'est pas forcément un grand communicant à la base. Néanmoins, c'est une personne qui s'exprime avec un niveau d'arabe littéraire qui est très élevé, preuve d'une aussi grosse culture linguistique. La deuxième chose qu'on lui reprochait, c'est de ne pas parler en français. Alors il a quand même répondu à certaines questions en français, exactement pour prouver que les détracteurs avaient leur tort. Donc là-dessus, il a été assez pertinent, je trouve, au niveau de sa réaction vis-à-vis des critiques, puisque c'est un président qui est résolument en rupture. C'est un président qui n'affiche pas non plus un train de vie exceptionnel. À mon sens, si je devais faire une comparaison pour aider un petit peu nos auditeurs de la région lyonnaise, je dirais que Kais Saied, c'est un peu un mix entre François Hollande et Emmanuel Macron. Il a ce côté président normal de François Hollande, mais il a ce côté
qui se veut rassembleur d'Emmanuel Macron, à savoir je n'ai pas d'étiquette, je cherche à rassembler tout le monde autour de la cause nationale. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. On reste toujours en économie et on parle de cette rencontre qui a lieu demain mercredi. Ce sera à la Maison des étudiants sur la thématique migration, voyage, quel ancrage est écologique. Porté donc par l'association les associations Ecosila, On the Green Road et également bien d'autres structures. Pour en parler davantage ce soir, nous sommes avec Joanne Clara qui est la présidente de cette association. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Nous avons reçu ici à Radio Pluriel, c'était donc en février dernier, vous étiez la trésorière. Oui, c'est ça. Cette structure. Fondatrice trésorière, ouais. Vous êtes fondatrice trésorière, il faut préciser fondatrice. Que dire? C'est un jeu de chaises musicale, Joanne? Comment? Est-ce un jeu de chaises musicale entre les fondateurs? Non, on était 3 fondateurs. Donc, il y a moi, Montazer, qui est réfugié soudanais, et Clémence. Mais voilà, et du coup, on a créé l'association il y a 1 an. Et tous les deux n'ont pas pu être là cette année en raison de leurs études. Et donc, on est en train on a créé un nouveau bureau. Et c'est ça, moi, maintenant, je suis passée présidente de l'association. Et on a des nouvelles personnes qui sont très motivées pour prendre le relais. Bien, alors pour comprendre, une réflexion sur la migration, les voyages et l'ancrage écologique. Quel lien faites-vous entre la migration et l'ancrage écologique? Mais il y a énormément de liens parce que, en fait, nous, à Ecosila, on pense que l'écologie, c'est un thème qui doit nous rassembler et qui concerne tout le monde. Et en fait, on essaie d'échanger les points de vue sur ce thème-là. Donc, en fait, il y a des personnes qui viennent d'autres pays, qui ont vu des choses au niveau écologique dans leur pays et qui ont toute la légitimité de témoigner. Parce qu'on sait qu'en fait, les problèmes environnementaux, ils touchent d'abord d'autres régions du monde, donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et donc, il y a plein de gens qui ont des témoignages très forts à nous apporter. Et en fait, on peut vraiment échanger sur ce thème-là, parler de comment on voit l'écologie en France, mais comment on la voit ailleurs aussi. Donc voilà, ça c'est un des liens qu'on voit sur ce thème-là. Et ça peut créer en fait des relations, de l'intégration et une rencontre plutôt horizontale entre les locaux et les nouveaux arrivants. Avant de poursuivre sur la présentation de votre événement, que veut dire Ecosila et comment est née cette association-là? Alors, Ecosila, en fait, on a choisi ce nom parce que éco, ça veut dire, pour dire écologie, et Silla en arabe, ça veut dire lier. Donc, en fait, l'idée, c'est de lier les gens grâce à l'écologie. Et aussi, en fait, il y a une autre signification à Ecosila. En lingala, qui est une des langues du Congo, ça veut dire ça va finir. Du coup, on trouvait ça intéressant aussi parce que qu'est-ce qui va finir? Les ressources, les problèmes, plein de choses comme ça. Voilà. Ça veut dire que là, c'est un nom recherché. Voilà, exactement. Bien. Donc, migration, voyage, quel ancrage écologique? Concrètement, de quoi s'agira-t-il précisément demain soir? Alors, on est plusieurs associations, donc On the Green Road, Terre d'Ancrage et Ecosila. Et donc, il va y avoir des témoignages sur un tour du monde à vélo qui a été fait de manière écologique et des portraits de personnes rencontrées dans plusieurs pays pendant ce tour du monde. Ils vont être entrecoupés avec des témoignages de personnes bénévoles à Ecosila ce qu'ils ont vu dans leur pays sur l'écologie, donc témoignages de problèmes environnementaux dans leur pays, et aussi un moment d'échange entre les participants. Donc on espère qu'il y aura des Français et aussi des personnes d'autres pays qui pourront se rencontrer, des nouveaux arrivants. Et après, on fera aussi, il y aura le Terre d'Ancrage qui parlera de la caravane. Donc en fait, c'était il y a un peu plus d'1 an, des personnes donc migrantes et françaises qui ont traversé à vélo la France pour demander la régularisation des sans-papiers. Donc, justement, pour revenir à cela, demain, dans le contenu du programme, qu'est-ce qui est prévu? C'est donc ce moment de présentation sur un voyage à vélo. Ensuite, des moments d'échange entre les participants, puis encore une sorte de présentation sur cette traversée de la France à vélo. Et après, bien sûr, il y aura un moment informel d'échange avec de la nourriture préparée par des bénévoles, une nourriture avec des produits bio et locaux. Voilà. C'est fort intéressant là. Alors, pendant qu'on est avec vous, un de nos chroniqueurs, c'est Raïm qui voudrait poser une question. Allez-y, Raïm. Alors
Je voulais juste demander, qu'est-ce que vous attendez après cet événement, en fait, entre toutes les personnes qui vont venir, qu'est-ce que vous attendez réellement, vous, Alors, concrètement, oui. ouais, très bonne question. En fait, on a deux sortes de projets avec Ocilla. Donc, on fait des soirées comme ça chaque mois sur des thèmes différents où on espère que les gens puissent commencer à se rencontrer. Et on fait aussi deux formations par an de 3 jours sur l'écologie. Où là, les personnes peuvent vraiment se rencontrer et on espère qu'elles restent en contact. Mais aussi, en fait, casser un petit peu les stéréotypes. Donc, le fait que les Français puissent rencontrer des nouveaux arrivants, mais aussi le contraire. Donc, créer vraiment l'intégration. Et aussi que les gens puissent passer à l'action écologique. Donc, leur donner des idées, d'envie de s'engager au niveau écologique. Et aussi de donner la parole, parce que c'est un problème qui est urgent. Donc on espère que les personnes vont pouvoir s'intéresser à l'écologie, passer à l'action, mais aussi se rencontrer entre elles, devenir amies, et puis éventuellement continuer à se voir plus tard. Apparemment, Voilà. Amine a une question. Alors moi j'aurais une question posée gentiment, mais au demeurant assez piquant. Ma question, c'est concrètement, qu'est-ce que vous apportez à ces migrants, mis à part rencontrer des personnes, des Français, on va dire, puisqu'aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est quand même une question super sensible. Aujourd'hui, on parle notamment d'immigration choisie. C'est le thème qui aujourd'hui est, comme on pourrait dire, sur le feu. Qu'est-ce que vous apportez concrètement et qu'est-ce que vous faites pour, quelque part, changer c'est peut-être ces idées reçues qu'on a sur les migrants. Et de l'autre côté, puisque si on parle d'immigration, il faut aussi parler de qu'est-ce qu'on fait pour, quelque part, je ne vais pas dire empêcher, mais aussi sensibiliser les populations locales à venir en Europe. Oui, non, pourquoi est-ce qu'il y a aussi un volet de vos activités qui est consacré à ça? Ok, bah oui, complètement en fait, parce que donc Ecosila, on est moitié-moitié dans le bureau. L'idée, c'est que ça vienne pas que des Français, ça vienne aussi des migrants, comme vous dites. Et du coup, en fait, les personnes, c'est quand ils font leur demande d'asile, par exemple, ils ont énormément de temps. Donc là, c'est une manière pour eux de s'intégrer déjà pendant la demande d'asile, de faire des choses concrètes, d'apprendre le français aussi en participant aux événements, en communiquant avec des personnes qui sont ici, et aussi de témoigner, donc de leur donner vraiment une parole dans la société française qui leur permettent de sensibiliser les Français, par exemple, à la question écologique dans notre pays, mais aussi en rencontrant ces personnes-là, parce qu'on entend énormément de choses dans les médias, mais finalement, il y a peu de Français qui connaissent vraiment les migrants, ils en entendent juste parler, et ils ont souvent des idées reçues, et là, ça permet vraiment, du coup, une intégration, mais aussi des échanges d'idées. Et aussi, à titre d'exemple, suite à notre première formation, on a eu beaucoup d'engagement dans d'autres associations, des personnes notamment migrantes qui ont participé. Donc, par exemple, on a une personne qui allait à l'atelier soudé, donc réparer des objets électroniques avec d'autres personnes françaises, et donc aider d'autres personnes. Il y en a une autre personne qui allait monter des éoliennes dans la périphérie de Lyon. Donc on a eu plein de petites choses comme ça, des gens qui se sont lancés dans la cuisine, qui ont pu s'intégrer, aller à des cours avoir des bons plans pour aller prendre des cours de français gratuitement, plein de petites choses. D'accord, alors Voilà. je vais continuer du coup, je vais approfondir encore plus la question. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour sensibiliser les migrants sur la culture, les us et coutumes et habitudes Alors j'aime pas le terme français, donc il faut pas non plus prendre, j'ai un appel que je fais aux auditeurs, Oui, de bien bien sûr. comprendre le mot français. Par français, c'est personne vivant en France, ce contexte-là. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour sensibiliser, éduquer ces migrants aux us et coutumes existants en France et en vigueur? Ok. Pour les termes, je suis complètement d'accord. Nous, on utilise plutôt locaux et nouveaux arrivants. Donc, locaux, c'est personnes qui vivent sur les territoires français depuis un moment et qui ont les codes socioculturels. Et nouveaux arrivants, c'est les personnes qui viennent d'arriver. Et donc, par exemple, dans la formation, ce qu'on fait, c'est qu'on a des moments d'échange de points de vue sur l'écologie. On a des moments, par exemple, plutôt de sorte de cours où on donne des informations. Mais après aussi, on fait plein de petites choses comme de la cuisine tous ensemble et des moments, des débats. Donc, par exemple, on en a un sur le genre, donc l'égalité homme-femme. Et c'est en fait, on permet aux gens de parler de ces questions-là et du coup, en se rencontrant, voir comment vivent les autres. Voilà.
Bien, Donc, alors, Joanne, l'événement a lieu demain à partir de 18h30 à 22h, c'est à la maison des étudiants, c'est au 90 rue de Marseille ou alors au 25 rue du Jaboulet, le bâtiment fait angle dans le 6e arrondissement de Lyon. Pourquoi venir chez vous et non aller regarder un match avec des amis? eh ben, ça va être très sympa. Je pense qu'il y a plein de différentes associations qui vont pouvoir parler de sujets qu'on n'aborde pas souvent, parce que c'est pas des thématiques qu'on lit beaucoup, migration et environnement, mais c'est alors que c'est très important. Et puis il va y avoir énormément de personnes différentes, donc des étudiants, des nouveaux arrivants, des personnes, enfin de plein de gens. Donc c'est pour rencontrer du nouveau monde. Et bien sûr, il y aura une nourriture très bonne qu'on aura cuisinée pour vous. Ah, Voilà. ah c'est pas la corruption. Et nos corons avec la bonne nourriture. Est-ce que nous sommes invités? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et tout est gratuit. Toutes nos actions sont gratuites. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, retour dans ce studio à la 11.5 de Radio Pluriel. Nous mettons depuis la ville de Saint-Priest. Nous allons prendre quelques brèves sur le continent et on va retrouver donc nos chroniqueurs dans quelques instants. On l'a annoncé donc en titre, le président béninois souhaite le rapatriement des réserves de change du franc CFA, le franc CFA donc, ce franc des colonies françaises d'Afrique qui se trouve en France. Si dans la forme, on le disait tantôt donc, l'annonce a l'air d'une petite révolution, dans le club des présidents des pays utilisateurs du franc CFA, il semble visiblement que le projet de retour des réserves en lui-même est une volonté de la France. On reste en France et pour rappeler donc en fait... Hier, pendant que ce chef d'État était acclamé par leurs compatriotes, c'est le cas de Félix Tshisekedi, du Congo, RDC, qui rassemblait en fait ses compatriotes dans une salle à Paris. De notre côté, notre chef d'État africain de l'Afrique centrale, cette fois-ci, c'est Paul Biya, qui était hué, insulté par ses compatriotes devant l'hôtel où il habite. Avec nous ce soir, elle s'appelle Marianne Simone Ekane. Elle est donc membre du bureau politique du Manidem. Le Manidem, donc, qui est donc le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Elle est en charge donc... elle est en charge effectivement des relations avec l'extérieur. Depuis la région du littoral du Cameroun, c'est la ville de Bomono. Marianne, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi de notre invitation. Comment expliquer qu'une fois de plus, un chef d'État est insulté, hué par ses compatriotes dans l'Hexagone? On l'a vu dans le passé avec certains leaders et c'est le cas cette fois-ci de Paul Biya. Comment expliquer cela, Marianne? Oui, bon, écoutez, il ne faut pas aussi en faire tout un plat parce que beaucoup de chefs d'État sont insultés. Trump, quand il arrive à Paris, il est insulté et tout. Bon, c'est une petite partie de Camerounais qui représente la base, comme il s'appelle, la base... La quoi? La base? La base BAS, la base. C'est-à-dire? Qui est une petite, un groupuscule de Camerounais affilié à un parti qui s'appelle MRC. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tous les Camerounais qui sont aussi violents vis-à-vis du président, même si on a beaucoup de choses à lui reprocher. Donc, les gens qui font cette violence, ce boucan, c'est en fait pour montrer aux partenaires européens que, bon, voilà, on ne veut plus de président Biya, comme si au Cameroun, quand le président Biya se promène, il n'y a pas de violence, même si les gens ont des choses à lui reprocher. Donc, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, je crois. Hein. Marianne, pardon de vous couper. Moi, j'entends ce que vous dites, qu'effectivement, c'est un groupuscule de Camerounais mécontents qui s'exprime avec violence. Mais cependant, parallèlement, on a aussi vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, à l'observation, il y a une république où plus de chaque pays a sa république sur les réseaux sociaux, qui est composée généralement de ceux qui sont les mécontents. On voit aussi des appels à la guerre tribale. C'est-à-dire un discours avec des relents de tribalisme et la guerre, c'est assez violent quand même et c'est inquiétant. Ah oui, non, c'est très très violent. C'est parti depuis la dernière élection présidentielle en 2018 au Cameroun. On n'en sort plus. C'est des replis identitaires, mais c'est aussi le fait que le régime Biya est à bout de souffle. Ça fait quand même 37 ans et beaucoup de Camerounais ont l'impression, ce n'est même pas l'impression, ils se disent que ça a trop duré.
Et bon, c'est le lot des régimes vieillissants, l'usure du pouvoir fait que les gens ont envie de s'en débarrasser. Donc, du coup, il y a un certain repli identitaire, des gens qui pensent que telle communauté est plus privilégiée que d'autres et tout. Voilà. Est-ce que c'est fondé, Marianne? Vous qui, quand même, il pas faut le rappeler, fondé, pardon de vous couper, Marianne. Rappelons à nos auditeurs qu'effectivement, vous, en politique, le Manidem est est issu de l'UPC, l'Union des populations camerounaises. L'Union des populations du Cameroun, Donc, le plus vieux parti du Cameroun. Parlant de politique, effectivement, chez vous, votre papa fut l'un des pères fondateurs de cette structure-là. Comme quoi, effectivement, cette politique, pour parler simplement, vous la faites depuis le très bas âge. Comment est-ce qu'effectivement, il y a un groupuscule qui confisque le pouvoir, comme cela est dénoncé? Mais vous savez, on dit souvent que les tonneaux vides font trop de bruit. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas fondé. Cette manière de penser qu'il y a une tribu. C'est la tribu des riches. On est en politique. Et c'est laquelle? C'est une lutte de classe. La masse populaire. La masse populaire est issue de toutes les régions, de toutes les tribus. Les gens qui souffrent sont autant du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est une petite classe qui est au pouvoir et qui représente toutes les tribus. Toutes les tribus sont représentées. Donc ce n'est pas fondé. Parce que l'UPC à l'origine, il y avait Oumyobé qui était Bassa, il y avait Enes Wandi qui était de l'Ouest, Moumié qui était du Noun. L'UPC a fonctionné comme ça. Et les luttes d'indépendance se sont bâties sur un rassemblement de tous les Camerounais, indépendamment de l'origine ethnique. Aujourd'hui, avec le pouvoir qui dure depuis 37 ans, les gens ont cette impression, c'est l'imaginaire. Accouplé à ça, des leaders politiques de l'opposition et du pouvoir qui utilisent cette fibre identitaire pour caporaliser les citoyens. Mais celui qui souffre à Douala, à Yaoundé ou à Maroua ou à Bikinmé, qui fait le même, qui souffre un peu partout ailleurs. Quand on regarde la région du président Biya, à 5 kilomètres de son palais, de sa résidence, les gens sont dans une pauvreté extrême. Marianne Moekane, est-ce que cela enlève quand même quelque chose au fait qu'il est dénoncé, beaucoup de Camerounaises, à l'observation, semblent reprocher au chef de l'État de s'être entouré aussi de plusieurs personnes originaires de son ethnie. Est-ce que cela n'est pas fondé? Je ne pense pas qu'on regarde, je ne pense pas. Hein. Il y a des gens de son ethnie, bien sûr, mais il y a des gens de toutes les autres ethnies. Vous savez, quand on regarde le président Ahidjo, si on regarde vraiment le président Ahidjo, celui qui était là avant, autour de lui, il y avait beaucoup de gens du Nord aussi. Donc, ce n'est pas le fond. Le fond du problème, c'est que c'est l'usure. Le pouvoir est à bout de souffle. Donc, s'il grève, toutes les recriminations, les frustrations de tout le monde. Et ça part dans tous les c'est entendu. Ce que j'entends dans cette première partie, c'est qu'effectivement, le pouvoir, on est en fin de règne et que le pouvoir est à bout de souffle et qu'à dans le temps, il y a une sorte d'usure. On va prendre une question de notre chroniqueur Raïm. Dites-nous. Je ne sais pas si je dirais d'abord une question, mais c'est un constat. Je pense que le problème, c'est que je suis désolé de le dire, mais je pense que le problème, il est beaucoup vraiment africain de ce point de vue. Ouais, j'arrive de ce point de vue de dire que par rapport aux gens politiques africains en général, comment ils possèdent le pouvoir. Et donc, il y a toujours ce discours, et c'est ce discours qui est commun. Il y a toujours ce discours de communautarisme. Il y a toujours ce discours d'ethnocentrisme. J'arrive dans la façon de gérer les pays, en général les pays africains. Je pose juste une question parce que je me dis, quand je vois, je sais pas si je pourrais donner le nom de mon pays, mais d'où je viens aussi, c'est les mêmes discours qui arrivent et que toujours le problème, il n'y a pas un problème entre les communautés en général, mais le problème, il y a un problème qui existe entre le peuple et les représentants du peuple. C'est là le problème. Mais ceux qui sont les politiques, les dirigeants qui sont au pouvoir, utilisent les faiblesses, si vous voulez, de l'ensemble des communautés.
des communautés qui existent dans le pays. C'est ça qui pousse ces personnes à rester aussi longtemps au pouvoir. Alors la question que je vais demander à notre invité, c'est de savoir, est-ce que vous ne pensez pas 37 ans, c'est pas ce qui pousse les gens à sortir ce président de la République qui était venu à Paris? Ah oui, mais c'est exactement ce que je disais, que l'usure du pouvoir, la longévité de 37 ans, c'est beaucoup trop. Il y a à 37 ans des gens qui sont nés, qui sont mariés, qui ont des enfants. Et pendant 37 ans, on ne connaît qu'un seul président. C'est trop. Ce n'est pas, c'est inimaginable. Donc les gens en ont marre. À côté de cela, il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a les politiques qui jouent de cette misère pour caporaliser la masse, pour manipuler la masse. Alors on arrive à une explosion où tout le monde, chacun a peur de l'autre. Les pauvres, qui est la masse populaire, pensent que le voisin va me prendre le peu que je peux avoir. C'est entendu. Amine Samine voulait poser une question. Allez-y, Amine. Oui. Alors moi, j'avais une réponse, un élément de réponse à la question de mon collègue, et j'avais justement une question du coup à poser à madame. Alors l'élément de réponse que je peux t'exposer, c'est qu'il y a un phénomène en sociologie qui s'appelle l'homogamie sociale. Alors l'homogamie, c'est quoi? L'homogamie, c'est plutôt appliqué à la recherche d'un conjoint, c'est-à-dire qu'on a plus tendance dans la vie à se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Donc au final, c'est tout à fait normal que c'est un fonctionnement habituel de l'humain de vouloir se rapprocher de la personne ou qu'il connaît déjà, ou de se conformer à des schémas de fonctionnement qui existent depuis, comme on dit, la Saint-Glinglin. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal, dans un premier temps, que l'humain ait envie de se rapprocher de la personne qui, pour lui ressemble le plus. Alors, si ce qui fait qu'on en sort de cette homogamie, c'est notamment l'éducation et l'apprentissage de l'autre, la découverte de l'autre. Mais ça, c'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation. Maintenant, la question que j'ai à poser à madame, c'est, faisons un peu de politique fiction, comme dit Juvénal, pour vous, à quoi ressemblerait l'homme ou la femme politique qui serait idéal pour le Cameroun, et quel programme politique ou quelle grande ligne de programme politique il devrait exposer pour justement apaiser les tensions qui existent aujourd'hui au Cameroun? Bon, alors moi je vais vous répondre. D'abord, je vais vous dire, on a tendance à se rapprocher de celui qui nous ressemble le plus. Mais un parti politique se base sur une idée, sur une idéologie. On peut se rapprocher des gens qui ont la même idéologie, qui ont la même vision de notre pays, pas forcément qui nous ressemblent parce qu'on est du même village. C'est la base de notre idéologie pour un parti qui se veut qui a envie d'arriver au pouvoir et assurer le développement d'un pays composé de 300 ethnies. C'est en cela que l'éducation politique doit être très importante dans nos pays. Il faudrait que les gens comprennent que les gens se réunissent aussi sur une idée commune, une vision de son pays, de son pays de demain ou d'aujourd'hui. Justement, l'homme politique de demain, l'homme politique avec un grand H, c'est-à-dire homme ou femme politique, c'est un homme qui sera en mesure d'avoir une vision de demain, une vision qui ne se base pas sur l'ethnie, sur l'appartenance, mais sur l'augmentation du standard de vie. Marianne Simon Ekane, moi, pardon de vous couper, Marianne, j'entends ce que vous dites, mais pour nos auditeurs qui prennent le tramage que maintenant, il faut préciser que vous êtes voilà, membre du bureau politique du Manidem, donc un parti politique quand même qui a déjà une présence sur le terrain depuis plusieurs décennies. Et quand vous dites qu'il faut une formation, est-ce que vous, par exemple, dans le cadre de votre formation politique, vous administrez, enfin, vous donnez cette formation-là à la politique, en fait? Ah oui, nous avons une école de formation appelée ce qu'on appelle Anazinga pour former nos cadres. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a l'impression que, justement, de votre école, il n'y a pas de résultats aujourd'hui. On a plus aujourd'hui, en fait, le constat qu'on fait, c'est que en fait, l'ancrage est beaucoup plus tribal, il est beaucoup plus ethnique en vérité que sur le point de vue idéologique, Marianne. Mais justement parce que beaucoup d'hommes politiques ont pris ça comme base. Ils ont l'impression qu'on arrivera au pouvoir
uniquement avec le vote des gens de son village. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Cameroun a 300 ethnies. Il faut une offre politique qui sied au plus grand nombre de Camerounais, pas uniquement aux gens de son village. Ça n'a aucun sens. C'est courir pour rien. C'est mettre son échelle, on a pris une échelle dans un mur qui va s'écrouler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On l'a entendu. Amine Samir a une question. Allez-y. Non, c'était juste pour vous dire que très rapidement, en fait, vous êtes en train de prêcher un convaincu. Moi, je suis convaincu de ce que vous dites. C'est juste qu'il y a quelque part l'idéal et il y a les faits. Et les faits, mon collègue n'était pas d'accord tout à l'heure, mais c'est sociologique. L'humain, il a tendance à se rapprocher des gens qui lui ressemblent. Et malheureusement, l'émotionnel prend bien souvent le pas sur l'intellect. Ouais. C'est ainsi. Ouais, d'accord. Oui, mais alors, bon, Marianne, cela m'amène à aller donc sur la question à 1 000 euros. C'est pas beaucoup, 1 000 euros. Bon, c'est pas beaucoup. Monte un peu les enchères, voyons, Juvenal. À pluriel, on est assez modeste. On n'est pas très gourmand. D'où pourrait venir la solution? Parce que ça fait un moment qu'on fait le constat que les partis politiques, quand on observe bien, ils sont à base ethno. Voilà, il y a une base ethno. Ils sont ethnocentrés, oui. Ethnocentrés. Pas tous. Voilà. Pas tous, la majorité, mais pas tous. Pas tous, bien. Et qu'encore aujourd'hui, il y a une escalade de violence verbale et que d'aucuns appellent la guerre civile. Et ce qui est fort inquiétant. D'où pourrait venir la solution, selon vous? Vous savez, la solution ne peut venir que soit du peuple, soit de la personne qui est au pouvoir. Vous avez dit effectivement qu'on a en fin de règne et que ce pouvoir est à bout de souffle. Donc, ce n'est pas de là-bas qu'on prétend vouloir apporter. Enfin, ce n'est plus d'eux qu'on verrait une solution venir. Parce que là, le chef d'État camerounais est venu là, il a été hué, insulté. On a vu à peu près la même chose dans la ville de Lyon le mois dernier, à cette différence que apparemment, visiblement, les Lyonnais ont su baliser un tout petit peu les choses. Mais là, ce que vous dites, si c'est celui qui est au pouvoir, c'est pas évident. Vous savez, nous, au Manidem, on a un slogan en ce moment, on dit « Sauver le pays sans sauver le régime ». Il faudrait que cet homme politique garde en tête qu'il faut sauver ce pays sans sauver le régime. Monsieur Biya doit prendre des risques. Parce que tôt ou tard, il est à la fin. S'il joue sur le pourrissement, ça va pourrir et ce sera la fin. Donc, il doit prendre des risques. Moi, au Manidem, nous, on lui demande, par exemple, aujourd'hui, Mobutu l'a fait, mais un peu tard, déjà de démissionner de ce parti. Ça vous y croyez, madame? Vous croyez vraiment qu'il va démissionner? Oui, parce que... Et qu'est-ce qu'il a à perdre? Il est élu jusqu'en 2025. En démissionnant de son parti, en se mettant au-dessus du parti, il va relancer, aérer un peu ce parti qui pense que le président est le président de la République est aussi le président du parti. Donc, c'est à eux que revient l'état du pays. Non, il faudrait que le président se mette en dehors et que ce parti vive comme tous les autres partis. Ce serait une très bonne chose qu'il se sorte de ça. Il faut qu'il prenne des risques. Il faut qu'il prenne des risques. Parce que les caciques qui sont autour de lui, ils jouent sur le pourrissement. C'est sur le statu quo. Regardez, M. Biya arrive à Paris. Et les services, ceux qui sont autour de lui, n'ont même pas pu organiser son accueil. Comment ils n'ont pas pu organiser, laisser un corpuscule de personnes le huer autant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans ce. Chacun fait ce qu'il veut. Donc il faut à un moment qu'il sorte de l'étau dans lequel lui-même il s'est enfermé. Parce que c'est lui qui a construit ce système-là. Bien. Merci beaucoup, Marianne Simonekane. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc membre du bureau politique du Manidem, qui est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance. Nouvelle indépendance. La nouvelle indépendance, et que vous avez accepté de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes depuis la région du littoral du Cameroun, c'est la ville de Beaumonan. Merci encore. Merci, bonne soirée. À vous aussi. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
très rapidement, donc, en fait, cette information qui nous vient de l'Égypte, dont des experts ou des experts de l'ONU ont estimé le 8 novembre dernier dans un rapport que la mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, décédé en juin dernier, après s'être effondré pendant son procès dans un tribunal du Caire, pouvait s'apparenter à ce que je cite, un assassinat arbitraire sanctionné par l'État. En 10 secondes, Amine Samir. On ne finira pas ce magasin avec une note assez triste? Non, une note positive. Où est-ce qu'on va la trouver? Alors, la note positive, figurez-vous qu'on va la trouver en Tunisie, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais en déplacement. Et donc, on a une émission assez, je trouve, assez lourde, voilà. C'était très occupé. Et la note positive, c'est qu'un peuple, quand il veut se prendre en main, il peut le faire. Et lorsque j'étais sur place, vous savez, je vais vous raconter une anecdote en 5 secondes, c'est que je trouvais les rues vachement propres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande campagne de propreté qui a été menée par la population. Et en fait, dans tous les villages de Tunisie, toute la population est en train de nettoyer les rues. Et c'est la preuve que quand on veut, on peut, et que n'importe quel pays qui souhaite entamer une transition démocratique et la mener à son terme peut le faire. Merci beaucoup, Amine Sami, pour cette note positive, il nous en faut. Merci également à Raïm Boel pour sa contribution. Merci beaucoup. Bonne soirée, mes auditeurs. On se retrouve mardi prochain pour une autre émission de Tantam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique,